Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Axel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Sans plus tarder, en fait, je vais te demander de te présenter si ça ne te dérange pas. Comme ça, cash. Voilà. Cash. Parce que je me dis que ce sera toujours mieux que ma présentation. Merci d'abord pour ton invitation. Je suis très contente d'être là avec toi. Me présenter, en vrai, c'est toujours très compliqué. Ah oui, excuse-moi. J'utilise toujours maintenant des verbes, en fait, pour me présenter, puisque je ne sais pas trop comment dire en un mot. Je dis que j'aime créer, partager, m'inspirer, m'engager et apprendre. Et j'essaye de faire ça au maximum dans ma vie, à travers les différentes activités que j'ai pu avoir, les livres que j'ai pu écrire, les missions sur lesquelles j'ai pu m'engager. Donc voilà. Donc ton parcours, pour ne rien te cacher, m'épate clairement. Ah bon ? Bah oui, parce qu'en fait, tu as fait plein de choses, mais tout en restant, peut-être que toi t'as pas ce sentiment-là, mais tout en restant toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu as eu un parcours en politique, tu as écrit des livres, tu as fait de la communication, tu es partie à l'étranger, tu as fait plein de choses très différentes. Tu as été patronne de ta propre agence. Moi, j'étais toute seule. Je dis freelance. Oui, mais plutôt. bon, c'est quand même ton entreprise. Quel est dans ton parcours, justement, peut-être que certains te diront tu as fait des sauts de puce, tu as fait plein de choses différentes, mais moi, j'y vois une ligne directrice, en fait. J'y vois quand même un fil rouge. Et pour toi, quel est ce fil rouge, en fait, à travers tout ce que tu as fait? Et on va bien entendu revenir sur ton parcours, notamment politique, puisque c'est à partir de cette période, en fait, que tu as commencé à écrire. Alors, oui, c'est marrant sur le côté saut de puce. Ça m'a longtemps angoissé, le côté CV avec à Gruyère, quoi, où il y avait plein de... Bon. Ça nous a tous angoissés. Hein, oui, mais tu dis, j'ai fait plein de choses. J'ai aussi échoué sur plein de trucs. Hein. Je me suis fait virer de mon premier job. J'ai beaucoup tâtonné. J'ai vraiment eu des moments où j'étais complètement perdue. Et en fait, le fil rouge, je recherche toujours la sensation d'être à ma place, de sentir qu'en fait, il y a une conjonction entre ce que j'aime faire, un petit talent ou ce que je sais faire, et quelque chose qui pourrait avoir de l'impact ou quelque chose sans être trop grandiloquente, qui rencontre un besoin de la société actuelle ou du monde. En fait, c'est là où je trouve le sens. Hein. Et je dirais le fil rouge pour moi, c'est le sens. C'est pas forcément un domaine particulier, une activité particulière. Même si je pense que j'aime créer, j'aime écrire, mais il y a quand même tout d'un coup, tu sais, une espèce de conjonction où attends, ça me passionne. Je regarde pas ma montre quand je le fais. Je crois que j'ai un petit talent ou que je sais le faire parce que j'aime le faire. Et il y a, je crois, cet instant-là dans la société qui pourrait bénéficier de cette chose-là. C'est un peu le fil rouge. Donc, je dirais peut-être le sens, la liberté, je suis obligée de le dire aussi, qui est un luxe. Hein, quand on peut, il y a des moments dans la vie où on peut pas toujours être libre de ses choix, de ses envies, de ses départs. Mais quand on l'a, à chaque fois que j'ai pu, je m'en suis saisie. Si je sentais, ok, c'est toi, c'est le moment de quitter ce job, c'est le moment de quitter cet endroit, c'est le moment de lancer ça. Et il y a aussi la liberté qui est quand même un grand fil rouge. Et je dirais, à ma façon, l'engagement. Parce que je crois que tout est... Je fais pas tellement de différence entre civilité et politique. En fait, je crois dans le sens où tout parle de ta façon de voir la vie collectif, la vie ensemble, la vie de la cité, et tous nos actes, nos créations, nos façons de nous comporter avec les autres parlent de ça. Et donc, il y a toujours un engagement minime, quel qu'il soit, je crois. Et quand il n'était plus là,
c'est là où je sentais qu'il fallait partir. Et aussi, beaucoup d'angoisse au milieu de tout ça. J'ai toujours peur, en fait, de quand on raconte comme ça, de croire que tout ça est facile ou un fil rouge, que je pars... tu vois, la fleur au fusil en me disant allez, non, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de gens sur ma route qui m'ont aidé quand j'en avais besoin, financièrement, moralement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai toujours peur qu'on se dise oh là là, c'est vraiment la passionnariat qui non, il y a un fil rouge et il y a des gens, des personnes, des moments qui te permettent de tenir sur ce fil rouge. Sans minimiser bien sûr le propre rôle qu'on a dans sa vie. Alors pourquoi t'es-tu engagée, puisqu'on parle d'engagement, en politique à l'époque? Donc on le rappelle quand même, tu as fait partie de... Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai, c'est fou parce que le vrai engagement politique, c'est 1 an de ma vie, en tout et pour tout. Même c'est vrai que c'est qu'un an. Ce n'est qu'un an. Mais c'est incroyable je pense qu'on m'en parle autant. Parce que je pense aussi que ça a été un moment marquant. Parce qu'il est encore au pouvoir. Il est encore au pouvoir. Et je pense aussi que ça a été une campagne marquante. Je n'ai fait que la campagne, en fait. Je n'ai jamais été au pouvoir, je n'ai jamais été élue, je n'ai jamais été une femme politique, dans ce sens-là. J'ai jamais demandé le suffrage de la nation pour être députée, je n'ai jamais été nommée. Dans un gouvernement, j'ai été déléguée nationale et porte-parole d'un mouvement, mais bon, c'est autre chose, même si c'est une petite démocratie à l'échelle du mouvement à cette époque-là. Je n'ai jamais été une vraie femme politique, j'ai été une citoyenne engagée. Avec la liberté que ça implique, mais c'est vrai que on m'en parle énormément parce que je pense que ce moment, il a marqué, je pense aussi cette campagne 2016-2017, elle était quand même très particulière et que il y a eu aussi, je pense à ce moment-là, la conviction qu'il y avait peut-être une nouvelle façon de faire de la politique avec des nouveaux visages, etc. Après, l'histoire a peut-être raconté autre chose. Mais quand je me suis engagée, je te dis la vérité, j'ai même pas pensé carrière politique, j'ai même pas pensé. Moi, je rentrais de San Francisco, où j'avais passé 5 ans. On était l'année après l'année 2015 qui avait été tellement dure collectivement. Les attentats de Charlie Hebdo du 13 novembre, l'EFN, premier parti de France au régional, fin décembre, fin de l'année 2015, qui, je m'en souviens, moi je me dis, oh là là, ce qui se passe, tout ça, toutes les tensions actuelles. Et moi j'étais encore à San Francisco et je me dis... de toute façon, après, c'est sa petite histoire personnelle qui rejoint un moment collectif. Je sentais que j'avais envie de rentrer et que, à mon échelle, peut-être j'allais pouvoir m'investir dans l'année qui est arrivée, 2016-2017. Je savais que c'était des années et des mois de campagne. Et donc, j'étais attentif aux discours qui se tenaient, aux forces en présence, etc. Et en fait, j'ai commencé à écrire comme quoi, tu vois, l'engagement et tout est politique. J'écrivais sur le Huffington Post des posts. J'intervenais à des conférences ou encore, comme je revenais de la start-up, enfin, je travaillais dans une start-up, j'étais dans la Silicon Valley. C'était beaucoup pour parler de ça, mais tout est en politique. Et finalement, dans le moment dans lequel on était, on me faisait parler d'autres choses. Et en fait, c'est l'équipe d'Emmanuel Macron qui est venue me chercher. Et j'ai reçu un appel pour être... En fait, non, au début, c'est les jeunes avec Macron qui m'ont appelé. Quelqu'un m'a contacté sur Internet pour intervenir sur une des premières tables rondes que le mouvement des jeunes avec Macron faisait en experte indépendante. Donc moi, j'étais pas du tout à En Marche, ou j'étais pas du tout sur les jeunes avec Macron, sur numérique, inégalité et emploi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai reçu un deuxième appel après cette conférence, parce que la vidéo était sur YouTube et que je crois que quelqu'un du mouvement En Marche est tombé dessus. Et c'est là où on m'a contacté. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel Macron pour le premier meeting le 12 juillet 2016 à la Mutualité. Mon entrée en politique, elle s'est faite parce qu'on est venu me chercher. Mais je crois jamais que les choses arrivent par hasard. Il y a aussi, on est venu me chercher parce que en rentrant dans ma tête, je me suis dit, à mon échelle, à ma façon, je vais porter quelque chose auquel je crois, je vais écrire là, je vais dire oui à ces conférences-là, etc. Donc d'un coup, il y a deux choses qui se rencontrent. Et puis j'étais dans un moment personnel très compliqué où j'espérais que j'étais rentrée pour quelque chose de plus grand que moi-même et de me plonger dans quelque chose
de plus grand qui allait me permettre de faciliter un retour personnel qui était très compliqué, où je laissais 6 ans de ma vie à San Francisco. Donc voilà, on s'est rencontrés au bon moment, parce que je pense aussi que pour eux, je représentais un storytelling qui correspondait exactement à ce dont ils avaient besoin. Une femme dans le numérique qui rentre de la Silicon Valley, qui choisit l'Europe et la France plutôt que la Silicon Valley. Il y avait un espèce de storytelling de retour au pays, et c'est ici que ça se passe, et le numérique, et on a des choses à faire, et la Silicon Valley, voilà, on commençait un peu à sortir des lunettes roses de les good guys dans la Silicon Valley et les bad guys de Wall Street. On a bien vu que tout ça était bien plus compliqué, et que Facebook, toutes ces boîtes avaient des effets sur la démocratie très compliqués. Et donc le fait en fait que je rentrais en disant il est possible de penser le numérique différemment, il faut que l'Europe et la France se défendent. Je correspondais aussi à un storytelling qui correspondait à eux, quoi. Tu as écrit un livre qui s'appelle Une marcheuse en campagne, donc qui est sorti en 2017. Je suppose que tu reviens bien entendu sur cette année particulière, mais pas que. Comment tu vois les choses avec du recul maintenant qu'on est en 2024 ? Comment tu le regardes en fait cette il y a des moments qui sont vertigineux. Parfois, je pense à la phrase de Joan Didion, tu sais, la romancière américaine, qui dit « J'ai perdu de vue 2 ou 3 personnes que j'étais ». Parfois, je pense à ça. Et je ne renie absolument pas ce livre. Ce livre, il a été écrit... je voulais parler d'abord de ce que c'est de créer quand on est citoyenne. Je considère pas du tout ce livre comme un livre politique. Je voulais raconter aussi ce qu'était la naissance d'un mouvement. Comment on rallie les gens à son panache, qui est quand même pas si facile. En 2017, ouais. En 2017. Avec des versions différentes. Oui, et en fait, maintenant, je pense que Renaissance est devenu un parti comme les autres. C'est ça la vérité des choses. Mais En Marche, en 2016-2017, j'avais la naïveté d'avoir l'impression d'assister à quelque chose de très nouveau, vraiment je veux dire, gagner une élection moins d'1 an après la création du mouvement, c'est un truc complètement dingue quand on y pense, avec beaucoup de liberté pour le faire, avec une moyenne d'âge qui était complètement dingue dans la pièce. Non pas qu'il fallait pas du tout d'autres expériences, mais ce que je voulais dire, c'était pas si codé. En fait, et donc je voulais raconter ça. Je voulais raconter comment des citoyens qui ne s'étaient jamais engagés, tout d'un coup, étaient très présents dans la campagne. Et puis un peu le dépassement de soi, de se faire des choses dont on se sentait pas forcément capable. Je vois ce livre comme un truc d'apprentissage en réalité. Il y a encore beaucoup de naïveté dans ce livre aussi parce qu'il est écrit Albert Michel. J'ai écrit ce livre 3 mois après l'élection, donc je suis encore complètement avec. Il y a encore beaucoup de passion pour le mouvement et tout ça. Et donc, il fallait que, de toute façon, il soit écrit avec il est sans recul, ce livre, en réalité. Mais ce qui était important pour moi, c'était de raconter la naissance du mouvement. Bien sûr. Et comment, et moi aussi, en rentrant dans tout ça. Aujourd'hui, je ne relis plus, je n'ai pas relu ce livre depuis longtemps. Il y a des moments pour moi qui sont vraiment vertigineux. Et au début, je me suis peut-être dit, c'est peut-être comme dans une histoire, tu sais pas si c'est toi ou l'autre qui change. Tu sais, quand tu crées un partenariat, une collaboration, une histoire, je sais pas, vous êtes alignés, et puis d'un coup, il y en a peut-être le pari que tu fais sur le long terme, c'est de se dire, on va évoluer bien sûr, tous les deux, de la même façon, en fait. Et puis parfois, ça n'arrive pas comme ça, et toi, tu pars de ce côté-là, et puis tu te dis, c'est peut-être moi, en fait, qui ai changé, ou c'est peut-être moi qui suis qui est bifurqué. Et puis, tu es obligé de te rendre compte, non, il n'y a pas que moi qui ai changé quand même. Peut-être, en fait, que l'autre aussi a bifurqué. Et donc, avec le recul, tout ce que j'ai fait avec sincérité, conviction, passion, je ne le renierai jamais. Et puis, ça a été un moment tellement important dans ma vie. Ça a été mon premier livre. J'ai fait des rencontres humaines très importantes pour moi. J'ai appris plein de choses en même temps. J'aime pas utiliser le mot déception. Mais je crois que le pouvoir, et puis quand t'es aux responsabilités, c'est tellement plus compliqué que de dire il y a qu'à Faucon. Ça n'empêche qu'en termes de ce dont on était le nom, le NOM, je ne saurais plus répondre à cette question aujourd'hui. Je ne sais pas ce dont il est le nom.
alors qu'en tant que porte-parole et déléguée nationale en 2017, je n'avais aucun problème à le faire, en étant absolument convaincue et certaine de ce que je défendais. Donc, et j'ai quitté En Marche quand Renaissance s'appelait encore En Marche en 2018, donc il y a très longtemps. Pour les gens, c'est compliqué parfois de le voir parce que je suis beaucoup moins exposée depuis. Mais en fait, moi, j'ai quitté le mouvement il y a des années, en réalité. Et voilà, donc la liberté, elle est totale et je ne représente plus que moi-même aujourd'hui. Il y a des moments pas mal. Oui. Donc il y a des moments vertigineux et il y a des moments aussi en se disant c'était la rencontre ça devait être sur mon parcours, ça j'en suis sûre et certaine. Bien sûr. Raconte-nous ce que tu as fait juste après. Après le livre ? Ouais. Alors en fait, je commence à écrire, je n'en parle à personne, je passe les mois suivants, en fait, jusqu'en septembre, à écrire le livre. Il fallait que le livre sorte très vite. Ce qu'on appelle pour rester sur la vague de l'élection, etc. Le livre sort en octobre 2017. Je sens qu'en fait, en même temps que le livre sort, je suis en train de dire au revoir à toute cette période, en fait. Je suis en train de dire au revoir au mouvement, à cette période très politique de ma vie, parce que je sens que j'ai moins à y faire. Je comprends pas trop en fait comment m'intégrer dans un parti. Je suis pas faite tellement pour. T'en as pas envie? Non, et puis je suis pas faite pour ça en fait. Je suis pas faite pour tout ce qui est avoir une place dans un parti, des instances. C'est pas du tout ma personnalité. Donc en même temps que le livre sort, je sens qu'une page se tourne. Donc c'est une période très particulière, la fin de l'année 2017. Et puis en fait, en 2018, je pars créer Wonder avec Golden Moustache. Je remonte mon agence, en fait, que j'avais complètement laissé tomber pendant tout ça. Et en fait, s'ouvre quelque chose, de se réinventer. J'avais quand même beaucoup porté la parole de quelqu'un d'autre pendant très longtemps. Et ma nature est quand même de porter ce en quoi je crois en mon nom, sans me planquer, sans me cacher. Et donc, à travers des projets et des collaborations avec des gens qui m'apprennent, j'adore la rencontre humaine et professionnelle quand elle se rencontre. Et donc, quand Golden Moustache, qui était tout le studio numérique de M6, est venu me chercher en 2018, ça tombait tellement bien. C'était vraiment un projet dans lequel j'avais envie de m'investir. Donc, en fait, je me suis investie sur ce projet en 2018-2019. Et puis ensuite, j'ai eu envie de réécrire un livre. Et La donc, Révolution silencieuse. La Révolution silencieuse. Qui est sortie en 2020. Oui. Et puis ensuite, la pandémie. Alors moi, ça m'a bien cassé en deux, ça. Et contrairement à beaucoup de personnes, enfin, ça nous a tous cassé en deux. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé 2022 presque plus dur que 2021. J'ai complètement... 2021, j'ai eu l'impression qu'on était tous encore un peu... En tout cas, pas encore complètement sortis. On était confinés. Encore un peu. Oui, j'ai trouvé 2022 terriblement difficile. Je savais plus où mettre mon énergie, je savais plus ce que je savais faire. Tous les projets que je tentais foiraient. Il faut quand même le raconter, ça. Je voulais lancer un truc qui s'appelait... bon, bref, je garde le nom pour le moment, sait-on jamais, mais je le foire. Les gens avec qui je devais collaborer me plantent. Je veux lancer un autre truc. On me dit vraiment que je tente plein de choses qui ne marchent pas. Et je me dis, mais j'ai la Scoumoun, c'est pas possible, quoi. Et puis ensuite, je me remets à écrire. Parfois, j'ai l'impression que je ne sais faire que ça. Je me dis, bon, quand ça va pas, écris. Et puis en fait, j'ai commencé à écrire. Je laisse tomber l'écriture. Je me dis, c'est nul. Et puis, il y a un ami, une rencontre. Je me souviens très bien. On est en train de marcher dans un jardin. Et il me dit, mais t'écris plus du tout? Je dis si, j'écris quelque chose, mais je sais pas ce que ça vaut. Il me dit bah montre juste à moi. Et puis je lui envoie. J'avais une 40aine de pages que j'avais arrêtées. Il me dit mais c'est trop bien. J'ai super envie de lire la suite et tout ça. Et puis grâce à lui, c'est pour ça que je te parle toujours des regards ou des rencontres ou des gens qui te font du bien au moment où toi tu sais plus trop. C'est comme ça que je me suis remis à écrire. Donc j'ai beaucoup écrit ces derniers mois. Et je te remercie. Parce que maintenant, on va parler de la... J'ai attendu un petit peu, mais on va parler de la raison de ta venue. En fait, je te remercie. Pourquoi? Parce que tu as eu une prise de parole, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est bien entendu, je te suivais depuis un certain temps. Mais au lendemain du 7 octobre, événement qui m'a profondément accablée, personnellement, j'ai ressenti une sorte de... Je ne sais pas si c'est un burn-out ou si c'est une démotivation totale pour bien des choses et comme un choc traumatique, comme une sorte de choc traumatique où
je sais pas, ouais, un vrai choc traumatique qui était en plus consécutif à la mort de mon père. Enfin, je venais de perdre mon père 1 an avant. Bon, donc là, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui me. C'est. Ouf. Et donc, une espèce de sidération, tu vois, enfin, un truc de sidération. Et j'ai commencé à reprendre le goût de la lecture, plus ou moins. Bon. Et puis, j'ai suivi forcément beaucoup plus les réseaux sociaux parce qu'on est tous hystériques dans ces moments. Enfin, il y a une forme d'hystérie, tu vois, qui se Surtout déclenche. sur ce sujet-là. Bon, et donc on est là, on regarde tout ce qui se passe, on est à fond. Même moi, j'avais honte parce que j'avais mon téléphone en permanence dans les mains. Vis-à-vis de mon enfant, j'avais honte. Enfin, mais donc on a tous été des sortes de... Je pourrais même pas décrire ce qu'on était, mais voilà. Et dans tout ce flot d'informations affreuses, t'es ressorti, comme beaucoup de gens que maintenant j'estime être des voix justes. Et j'ai commencé à lire ce que tu écrivais et je me suis dit merci mon Dieu quoi, parce qu'en fait il y a des gens qui posent les mots, et Dieu sait que j'aime écrire et que j'aime parler, mais en fait quand tu es en état de choc ou quand tu te sens pas bien, bah t'as du mal à parler, t'as du mal à Bien écrire. sûr. Et quand quelqu'un vient poser des mots justes sur ce que tu ressens et décrire en fait une situation que tu es toi-même incapable de décrire, bah, du coup, tu te sens rassuré, tu te sens moins seul. Donc, c'est pour ça que je te dis merci. Ce que j'allais dire, je pense, bon, d'abord, ça me touche beaucoup, vraiment. C'est la solitude, en fait, dont tu parles, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que je suis ici. On s'en est parlé avant d'enregistrer ce podcast. Ça m'a beaucoup touchée, ce que tu m'as dit. Quand j'écris, bon, je trouve le mot, quand tu dis des voix justes, bon, ça me touche encore une fois. Ça, je le fais, en fait, presque de façon... naturelle. Oui. Oui, mais c'est ça que je vital. remercie. Ce que je veux te dire, c'est que je le fais pas pour moi, mais je sais que si je dis pas, ça reste à l'intérieur et je me dis, c'est pas possible de se taire, là. Je comprends. C'est marrant. Hier, je lisais la newsletter Les Glorieuses de Rebecca, et en fait, elle disait, c'est dur aussi d'avoir l'injonction à parler tout le temps. On peut se taire, on peut... C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu des gens se taire qui étaient qui parlaient tout le temps sur tous les sujets, et d'un coup se taire. Ça, je comprends pas. Je comprends la peur. Je comprends. Mais en fait, il n'y a aucune gloire ni courage. Je pense vraiment juste, en fait, si je me tais, ça va me faire du mal aussi. Et donc, il y a quelque chose presque viscéral, en fait. C'est ça que je veux dire. Viscéral. Et puis aussi, un truc peut-être presque un peu plus de collectif, de se dire, je sens autour de moi. Je vois la solitude, la peur, je la sens. Et il y a une façon de dire, mais non, vous n'êtes pas du tout seul. Moi aussi, je pleure. Moi aussi, je trouve ça terrible. Moi aussi, je veux pas de oui mais sur le 7 octobre. Quelle que soit la complexité de ce conflit, de cet endroit, le 7 octobre, il y a pas de... Et en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit. Où je me suis dit... Oui, mais tu l'as fait très vite. Et c'est ça que je remercie vais te dire, aussi. je m'en souviens même parce que je l'ai fait le 9... En fait, il y a un ami qui m'a dit, ça m'a tellement rassurée de te voir écrire, parce que je me suis dit, Axel, je sais qu'elle va dire quelque chose. Et j'ai vu que le lendemain, tu n'avais rien dit. Et je lui ai dit, mais... Il m'a dit, mais je me suis dit, c'est juste, elle réfléchit. Ça m'a touchée, cette conversation. Et j'ai dit oui, parce que je suis un peu comme nous tous, en fait. Il y a une sidération, la peur de mal dire, la peur de dire ce qu'il ne faut pas, la peur, tu sais, c'est cette phrase, même si votre voix tremble, parlez, la peur sur sur quelque chose de dire, de blesser sans vouloir, quelles que soient en fait les personnes qui sont touchées pour différentes raisons à ce moment-là. Et en fait, je lui dis oui, j'ai un peu réfléchi. Pas seulement par peur, mais parfois pour organiser ma pensée. J'aime, en fait, c'est l'injonction à l'immédiateté aussi qui peut être terrible. Là, je voulais réagir vite aussi parce que j'avais peur qu'on soit pas assez de nombreuses voix à dire il n'y a pas de oui mais. C'est sûr, il n'y a pas de oui mais ce jour-là. Mais il y a aussi dans l'immédiateté, je lui ai dit parfois il faut que j'organise ma pensée en fait. Tu parlais des mots justes et je lui dis c'est important, même si encore une fois, je ne représente
que moi-même. C'est juste, je te dire, toi, tu me suis, etc. Mais voilà, j'ai une petite communauté, etc. Mais je pense même pas à ça, en fait. Moi, sur les réseaux, que je sois lue par une personne ou 100 000 ou 5 000, fonction du poste, pour moi, c'est la même chose. L'important, ce que je dise, je suis alignée, je suis en accord avec ce que je voulais dire. Et parfois, je trouve aussi, ça je parle de façon plus générale, je me rends compte que quand j'ai peur parfois de publier quelque chose, ou quand je réfléchis, je me dis, bon, je réfléchis, je verrai si je publierai, etc. Ça veut dire que je dois publier. Ça veut dire que je sais que je touche quelque chose d'important pour moi. Il y a un peu de peur. Je me dis, mais si je publie pas parce que j'ai peur, c'est pas OK. Si je publie pas parce que j'ai pas envie, ou que je sais pas, c'est autre chose. Et donc, dans ces moments-là, quand je sens que j'ai peur de dire quelque chose, mais que j'ai envie de le dire, je dis, alors, tu fais pas de compromis, tu publies. Hein. Et en fait, c'est une bonne leçon de vie quand même. Non, mais encore une fois, j'ai l'impression de faire le minimum. Je sais même pas égoïstement. Je fais aussi parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui est en moi. Et encore une fois, je veux dire aussi que je comprends le silence de gens tétanisés, de gens qui réfléchissent, qui organisent leurs pensées. Ce qui m'a un peu marqué, c'est le silence de gens que j'ai vu prendre la parole de nombreuses fois sur tous les sujets et tout d'un coup plus rien. Ça effectivement. Mais je rejoins Rebecca et les Glorieuses sur l'injonction à parler. Non. Il y a de temps en temps, il y a des choses qu'on doit garder pour soi, etc. Et puis aussi, il faut dire les choses. Les femmes sont beaucoup plus attaquées en ligne. On peut recevoir des trucs assez durs, assez difficiles. On a le droit d'avoir peur de ce qu'on va se prendre en ligne. Ça peut être très violent. Les femmes sont les plus... c'est toujours les gens... on reçoit beaucoup de messages de haine. On voit sur plein de harcèlement en ligne, etc. Donc évidemment qu'on veut aussi silencier et que tout d'un coup on peut céder à ça. Je parle pas du tout de mon cas, mais je vois bien aussi autour de moi. Donc je comprends tout ce qui fait qu'on se dit, mais il y a un truc citoyen, il y a un truc personnel, et puis il y avait quelque chose, je pense, d'important. Et je vais te dire, sur le post que j'ai fait après, 2 jours après le 7 octobre, je crois, quand j'ai vu les réactions, quand j'ai vu les partages, etc., je me suis dit, en fait, il y avait plein de gens qui pensaient ça. Ouais, mais qui avaient peur, qui se taisaient, qui se demandaient comment dire, qui se demandaient... Mais le courage tout seul, c'est difficile. Ça donne du courage d'être plusieurs. C'est Sophia Aram qui dit ça. Qui dit, arrêtez de me dire que je suis courageuse. Arrêtez de me féliciter. Arrêtez de m'envoyer des DM. Quand on est tout seul, tout est beaucoup plus difficile. Soyez courageux avec moi. Soyez... Sophia Aram, elle a dit un truc presque un peu énervé en disant mais j'en ai marre qu'on me dise que je suis courageuse, en fait. Si on était 1000... on serait beaucoup plus fort ensemble, on serait beaucoup plus... Mais encore une fois, j'ai pas du tout son impact et ça, c'est pas du tout à la même échelle. Je comprenais ce qu'elle veut dire en disant, en fait, j'ai pas envie d'être courageuse, moi j'ai envie qu'on soit tous ensemble à défendre ce à quoi on croit. Mais encore une fois, pour faire culpabiliser personne, parfois ça fait peur. Les femmes sont beaucoup plus attaquées et il y a des sujets où quand on a le droit de dire « je ne sais pas », on a le droit de dire « je lis », j'écris, j'écoute, surtout que je trouve que notre époque, on lit pas assez, on n'écoute pas assez, on pense pas assez contre soi-même. Regarder une vidéo de 3 minutes, c'est pas la même chose que lire des experts, lire de longs articles, lire des livres. On a le droit de prendre le temps de se forger une pensée. On a le droit de se dire, ok, je vais essayer de penser contre moi-même. On a le droit de, voilà, j'écris, mais je lis énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Penser contre soi-même. C'est peut-être un peu se faire violence aussi. Moi, je trouve pas, parce que le mot violence, se faire violence, c'est une expression qui est quand même un peu hard, qui est penser contre soi-même, c'est aussi apprendre. Oui, mais au sens aujourd'hui... Tu sais, je fais une aparté. Hier, je lisais, je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, sur, tu sais, Le Cercle des Poètes Disparus a donné lieu à un livre. Ouais. C'est rare que ça soit dans ce sens-là. Ouais. Le film est bien mieux que le livre. Et je sais pas si tu te souviens Quelle merveille, ce film. Ouais, je sais pas si tu te souviens, où Kipling, donc joué par Robin Williams, monte sur la table. Et il dit, vous pensez que je monte sur la table, pourquoi ? Pour jouer le rebelle, pour jouer nanana. Il dit non, c'est juste pour changer de point de vue. Ouais. C'est parce que quand je suis debout sur la table, je vois tout mon point de vue, il dit, pensez à changer vos points de vue. Pensez. Et donc, c'est très simple, c'est très visuel. Ce livre, on a beaucoup dit qu'il parlait du carpe diem, etc. Et c'est vrai.
de ne pas se renier soi, d'apprendre à soi. Mais il parle aussi beaucoup de ça, Kipling, de changer ses Oui, mais ses je crois points de qu'on vue. n'en est plus là. Pourquoi j'utilise le terme violence? Parce que, et je pense l'utiliser pas forcément de la bonne manière, mais je pense qu'on est tombé dans une période où, au contraire, les gens sont tellement attachés à leur position parce que pour eux, c'est presque identitaire. C'est presque, comme tu disais, vital d'avoir une position bien tranchée et d'être sûr de soi dans sa position bien tranchée. Tu vois ce que je veux dire? Et au sens où, à l'époque, et je te parle d'une époque, on est de la même génération, mais je pense que ça te parlera. Il y a encore 20 ans, il y avait de la nuance dans les propos, il y avait des dialogues, il y avait des échanges. Bon, les réseaux Aujourd'hui, sociaux sont très responsables de la donc aujourd'hui, polarisation on de la est société devenu aussi. un combat de boxe permanent, c'est-à-dire que tout est devenu noir ou blanc, t'es Oui. pour ou t'es contre, Alors, tu vois ce que je veux dire? la Donc, polarisation, voilà. elle est très réelle. Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parle du terme se faire violence, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tellement ferraillé dans ces positions, enfin, on est tellement fermé dans ces positions. Quand je dis on, en école de journalisme, on me disait on est un con, mais je veux dire, je m'inclus aussi là-dedans, certainement, tu vois. Enfin, moi, je suis la première au contraire, avoir envie de confrontation. J'en ai besoin. Enfin, moi, c'est un besoin, comme tu dis, viscéral. Mais il y a des gens aujourd'hui qui estiment être tellement sûrs d'eux. Enfin, et c'est ça qui m'effraie. Donc, c'est pour ça que je parle de se faire violence pour essayer d'affronter l'autre, d'affronter l'adversité, d'affronter le point de vue différent. Toi, tu parles de personnes qui aujourd'hui... Non, mais toi, tu parles que le dialogue n'est plus possible avec quelqu'un qui ne pense plus comme toi. Voilà. Et C'est-à-dire ça, et ça, c'est ça qui me fait peur. oui, mais C'est-à-dire ça, qu'en t'as fait, raison. et je crois qu'il y a un sujet de fond là-dessus. Non, mais qui ça, est... t'as raison, parce que ça, c'est dramatique pour la démocratie. Et parce que j'ai eu une phase aussi où j'ai commencé à lire les commentaires. Et là, j'ai pris peur. C'est-à-dire qu'en fait, même encore hier soir, je lisais les commentaires qu'il y avait sous le post d'Emmanuel Macron suite à la commémoration qu'il a fait aux Invalides, où il poste juste une photo en disant que ça a été le plus grand crime antisémite de notre siècle. Et tu lis les commentaires en dessous. Alors, une grande majorité sont dans son sens, mais t'en as quand même qui sortent des trucs d'une autre planète. Et je me dis, mais il y en a pas mal. Et donc là, bon. Donc c'est pour ça que je me dis, Alors attends, que la démocratie, elle est dans un état particulier actuellement, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça, ce que je veux te dire, c'est pour ça que ta voix est importante. C'est-à-dire qu'en fait, je mène une réflexion profonde depuis cette période-là, mais peut-être même un peu avant, où je me dis qu'il y a des besoins actuels, et c'est ça ce que je t'ai dit quand je t'ai appelé et quand on a parlé de ta venue dans mon podcast, c'est que je pense que on a besoin de ce que j'appelle les leaders d'opinion. C'est-à-dire des leaders d'opinion, ça veut dire des gens qui vont traduire tout ce que tu lis, tout ce que tu observes, tout ce que tu vas le passer à ton filtre, et puis après tu vas le retranscrire d'une certaine manière pour que les gens se fabriquent cette opinion. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut le constater, les gens lisent moins, prennent moins le temps de s'informer. Bon, ils sont très informés, mais ça dépend trop où informés. Ils s'informent. Oui, et puis c'est surtout, ils s'informent en 4 secondes. Ce qui ne remplace pas la lecture d'un article de 4 pages où tu vas extraire la phrase qui te convient au moment où ça te convient. Enfin, moi, c'est ça que qui me fait peur, en fait. C'est qu'il y a un manque de profondeur, en fait, dans la recherche de l'information qui est terrible. C'est-à-dire que demain, moi, je poste un truc, tout le monde va dire « Ah, bah, elle a raison, si elle l'a posté. » Bah non, t'avais vérifié la source. Enfin, moi, je me suis pris la tête pendant 4 mois avec des gens qui sortaient des sources aberrantes ou des sources qui n'existaient pas ou des sources qui ne maîtrisaient pas. Des sources qui allaient dans le sens de ce qu'ils voulaient dire. Ça s'appelle le biais de confirmation. Exactement. Le biais de confirmation, c'est qu'on va tous avoir tendance à croire beaucoup plus une information qui va dans le sens de ce qu'on croit déjà. Ben voilà. Donc, le biais de confirmation, tu tapes ça sur un moteur de recherche, c'est très connu. Donc, penser contre soi, je pense en permanence à mon biais de confirmation. J'en ai plein, parce qu'on est tous le fruit de notre histoire. On est tous le fruit de notre parcours. Donc, je traque beaucoup plus maintenant que quand j'étais plus jeune. Je pense aussi qu'il y a un truc, quand on est plus jeune, de conviction, enfin, d'être sûr de plein de choses que tu apprends avec le temps à questionner, et la vie t'y amènera aussi. Mais le biais de confirmation, et là, de façon très générale, par exemple, c'est quelque chose auquel je fais très attention parce que je connais les miens. Et heureusement, enfin, ce que je veux te dire, c'est que... Enfin, je connais pas tous, hein, mais je pense... En fait, c'est l'esprit critique dont tu parles. Voilà, exactement. C'est de ça dont tu parles. Exactement, je parle de ça. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité n'intéresse plus personne. J'ai un peu le sentiment que la vérité a perdu sa superbe. Je voudrais discuter ton mot de leader d'opinion, parce que je pense que je comprends pourquoi tu l'emploies. Je crois aussi qu'on est tous très obsédés par nos opinions,
et que donc quand on a une opinion qui est très forgée, c'est très difficile de revenir sur les faits, sur la vérité, etc. Par exemple, je préfère le journalisme factuel de fait plutôt que le journalisme d'opinion. Donc en fait, il faut faire attention à ce mot d'opinion. Je n'ai jamais l'impression d'être là pour donner une opinion. Non, mais tu donnes pas ton opinion. Je te dis, tu es un leader d'opinion. Je partage ce qui m'intéresse, ce en quoi je crois, mais j'ai toujours confiance en l'autre pour se nourrir, mais faire aussi son truc de son côté, etc. Je crois que l'opinion, en fait, il faut pas non plus que l'opinion remplace l'analyse. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Et donc, pour moi, j'ai pas de problème avec le mot leader d'opinion. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'une opinion, ça veut dire que c'est plus factuel. Je cherche pas des leaders d'opinion, je cherche des phares, moi, des lumières en ce moment. Alors, okay. Je cherche des repères. Je cherche des gens qui vont allumer quelque chose en moi, qui vont me permettre de réfléchir, qui vont avoir une expertise, une pensée, une écriture, une parole, une voix. Et ensuite, je sais si je prends ou je prends pas. J'ai pas besoin que tout le monde me donne son opinion. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de phares, j'ai besoin de personnes qui ont la passion aussi de transmettre, de réfléchir et ne pas masséner les choses. Je comprends. Ne pas masséner les choses. On est quand même, c'est ça aussi qui crée la polarisation. C'est ça qui crée cette espèce de conviction. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec tous les idéologies, les idéologues en fait qui sont persuadés encore une fois, je vais reciter Joan Didion. Je sais que j'ai perdu de vue une ou deux personnes que j'étais. Ça rend humble. Ça rend humble. La possibilité de changer d'avis ou ne pas changer d'avis, mais d'approfondir aussi un sujet, d'avoir plus de connaissances que ce que j'avais il y a 5 ans, il y a 10 ans, de prendre le temps de la connaissance, de prendre le temps de tout ça. Je n'ai pas besoin qu'on m'assène des opinions. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'éclairage, j'ai besoin de paroles qui respectent aussi la parole des autres. Alors, si tu préfères, tu es un phare. Tu n'es pas une leader d'opinion. Voilà, ok. On replace les choses dans le bon vocable. Non, ce que je veux te dire, c'est que... le tien t'appartient. Et en plus, parce que je comprends très bien ce que tu veux dire. Ce que je veux te dire, c'est que pour moi, le leadership... c'est pas quelqu'un qui va te dire tu fais ça ou tu fais ça, c'est quelqu'un qui va t'inspirer, c'est quelqu'un qui va te pousser, c'est quelqu'un qui va pas pousser, te tirer vers lui en te disant viens, on va par là, mais tu gardes ton indépendance, tu gardes ton autonomie, tu gardes tout ça. Je comprends. Mais pour moi, la société a besoin de leaders. On n'a plus besoin de patrons, tu vois ce que je veux dire, au sens où pour moi le leadership, c'est une forme d'inspiration, c'est une forme d'éclairage. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas forcément une histoire de fais comme moi. Tu vois, la société, elle a peut-être aussi besoin d'avoir confiance en elle-même. Et je pense surtout qu'elle a besoin d'espoir. Enfin, mon grand problème, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a aussi ce besoin, je crois, d'avoir confiance en soi. Non, mais c'est compliqué d'avoir confiance en soi quand tu n'as pas confiance en l'avenir. Donc, on en revient à oui, tout à fait. Tu vois, de fond, où l'intime et l'universel se confondent aujourd'hui. François Ruffin, il parle beaucoup, il a écrit un livre là-dessus, etc., sur le politique et le collectif. Il parle beaucoup du mot bonheur. Il utilise beaucoup le mot bonheur. Et je trouve ça intéressant ce qu'il dit, mais je crois pas du tout que l'autre ou le politique est responsable de mon bonheur. Ah non, certainement pas. Pas du tout. Je pense qu'il est responsable de me donner un cadre, un endroit, un environnement où je peux penser en fait de façon équitable, que si on part pas tous du même endroit, on va pouvoir quand même se retrouver et créer de l'équité. Pour que ceux qui partent avec 3 km d'avance puissent se retrouver au même endroit que ceux qui n'ont pas eu cette chance, que quand les coups durs de l'existence arrivent, les transitions, les changements de société, les changements industriels de civilisation, on puisse aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais je ne crois pas qu'on est responsable de mon bonheur. Donc, quand tu parles de confiance en l'avenir, je pense que le politique, il a quand même une responsabilité du fait de savoir qu'il y a un possible qui nous attend. Je ne le rends pas responsable de mon bonheur. Je pense aussi que pour le moment, on n'arrive pas, par exemple, sur ce que moi j'appelle actuellement les vrais courants progressistes. J'ai jamais vu des progressistes gagner avec un discours anxiogène, en fait. On l'a bien vu, par exemple, pour le Brexit. C'est hyper intéressant à analyser, cette campagne. Pourquoi la campagne du Brexit, elle a été beaucoup plus forte chez ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne, parce que eux, ils te faisaient croire n'importe quoi. Et la seule réaction qu'ont eu ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, c'était de dire
la peur. Si on sort, il se passera ça. Si on sort, ils n'avaient pas de contre-discours sur la société que permettait d'être dans l'Union européenne, ce qu'on pouvait aussi améliorer dans l'Union européenne et dans la participation à l'Union européenne. Et donc, en fait, je ne vois jamais les forces d'avenir et de progressistes gagner sur l'anxiété. Ça ne profite qu'aux populistes. Bien sûr, bien sûr. Quelle extrême droite, ça ne profite jamais aux progressistes. Et ça, je pense, donc c'est là où Ruffin, c'est pour ça qu'il parle du bonheur, etc. Je pense qu'il a compris ça, qu'il faut imaginer une autre société possible. Mais sur ta confiance en l'avenir, je pense que c'est la responsabilité collective et c'est aussi en nous, d'aller trouver. On n'est pas tous égaux face à ça. Et il y a des moments dans la vie où, quand il y a des coups durs, quand il y a des moments plus difficiles et tout, qu'est-ce qui va nous rattraper? Qu'est-ce qui va nous donner encore confiance? Les phares, ou de façon plus quel système mis en place, quelle personne, quelle communauté, tout ça c'est très important. Mais au-delà des leaders, il y a aussi besoin qu'en soi on sache de quoi on est capable et qu'on porte aussi en nous, chacun d'entre nous porte la société auquel il croit. Je peux pas le déléguer à quelqu'un qui serait un leader, je peux pas le déléguer à quelqu'un qui va porter. Chacun a cette petite responsabilité là, et au lieu que de faire peur, je trouve que c'est très ça crée un sentiment très fort, assez porteur en fait, je trouve. Ce que j'apprécie donc chez toi notamment, c'est ton discours humaniste sur bien des aspects, puisque sur les réseaux sociaux, et j'appelle tout le monde qui nous écoute à te suivre bien évidemment, mais tu as des prises de position et des prises de parole autant sur des films que sur des faits. Que tout le monde sache. Je peux aussi parler de la Star Academy, ça m'arrive. Non mais voilà, mais ce que je veux, mais donc du coup, tu as ta ligne éditoriale, on va dire. Oui, dans laquelle moi je me retrouve en tout cas, parce que tu as une ligne édito à toi toute seule. Et donc c'est ça qui est agréable aussi, parce que t'es pas monosujet, t'es pas enfermé dans un truc. Bon, on apprend des choses en te lisant. Moi, tu vois, tu m'as fait découvrir un film que je n'ai pas vu, mais tu l'as tellement bien décrit que je me dis, mais mon Dieu, il faut absolument que je le voie. Lequel La zone d'intérêt. Ouais. Alors ça m'angoisse d'aller le voir. C'est dur, hein. Ouais. Et je réussis à aller le voir, mais je pense qu'il faut le voir. Et donc, tu es capable de parler de beaucoup de choses, mais notamment de féminisme, en fait. Donc, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. On est dans une période un peu complexe aujourd'hui où certaines choses sont passées sous silence ou mises de côté, où il y a des débats autour de certaines personnes. Tu veux dire par rapport à des mouvements féministes? Ouais, non, mais... Non, sur l'actualité, il y a des hommes qui ont été mis en cause récemment de manière très, très, très rapprochée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui ? Alors, pour revenir, pardon, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais c'est juste non, mais moi, je l'ai aussi, donc, sur la ligne éditoriale. En fait, pour les gens qui nous écoutent aussi, je pense aux personnes qui nous écoutent, j'ai longtemps cru qu'être une généraliste curieuse était très problématique. Mais je le suis aussi. Donc en fait, ce qui était très valorisé, c'était l'expertise sur un sujet. Et j'ai beaucoup essayé, mais je n'y arrive pas. Je suis toujours rattrapée par ton envie de curiosité. Tu sais, par exemple, je sais pas si une actrice, une créatrice va me passionner pendant. Je vais aller regarder tous ces interviews, je vais avoir des sujets passion comme ça pendant 10 jours, pendant 15 jours, et puis ensuite je vais passer à autre chose. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un de généraliste curieux, c'est pas dramatique en fait, il faut pas se forcer, ça n'empêche pas l'expertise, ça n'empêche pas l'analyse en tout cas, mais voilà, ma ligne éditoriale est toujours effectivement un petit peu différente en fonction de si voilà, il y a un film que j'ai aimé ou je suis en train de lire quelque chose qui me passionne, et en fait je me dis je suis faite de cette curiosité là, et c'est peut-être pas dramatique en fait. Ensuite, sur ce que je pense actuellement, en fait, je vais te dire ce que je pense sur les voix qu'on entend actuellement, puisqu'on enregistre à un moment où on parle beaucoup, voilà, notamment Judith Godrèche qui prend la parole, plein de Vaina Chokente, plein d'autres personnes. J'ai pas tellement envie de penser, j'ai surtout envie de les écouter. J'ai vraiment envie de les lire, de les entendre. Je pense que c'est une question de récit. Je trouve ça, par exemple, Judith Godrèche, que je trouve très important, c'est qu'on n'oublie pas qu'elle a fait acte de création avec son histoire, parce que en fait, c'est l'histoire, c'est le regard qui fait le monde. C'est le regard qui fait le récit, c'est le regard qui fait les imaginaires. Et donc, voilà, Judith Godrèche, il faut regarder Icon of the French Cinema. C'est un acte de création à sa façon à elle. Avec il y a de l'humour dans cette création artistique. Donc c'est sur Arte, voilà, c'est disponible encore gratuitement sur Arte TV. Ce que je trouve important, c'est que d'un coup, il n'y a pas seulement il y a bien sûr très important de dire les choses, et il y a un regard, leur voix, l'acte de création pour raconter leur histoire,
leur récit, ce qui s'est passé. Et donc, c'est ça que je trouve très, très important. Et aussi, il y a quelque chose qui me marque en ce moment. Je n'ai pas eu encore la force de le lire, et pourtant, je suis convaincue que c'est un des livres les plus importants qui est sorti l'année dernière, Triste Tigre, de Neige Sino, et qui a eu beaucoup, beaucoup de refus de maisons d'édition avant d'être publié chez POL. Et elle raconte, alors voilà, par exemple, c'est typique, je vais lire, par exemple, Neige Sino, je vais lire beaucoup de ses interviews. Voilà, pour moi, c'est une façon d'entendre, d'écouter aussi et de m'intéresser au regard et à leur création. Et Neige Sino disait qu'un des arguments qu'elle avait beaucoup eu, c'était c'est trop lourd, hein. Ouais. Non, encore l'inceste, on en a beaucoup parlé quand même. On a beaucoup parlé entre la familia grande, le consentement, tout ça, ces histoires-là, c'est un peu lourd. Et ça, c'est un argument. Je pourrais. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que j'ai l'impression qu'on commence à peine à raconter nos récits, en fait. Et que on puisse dire, parce que ça fait 2, 3 ans, 5 ans, depuis 2017, c'est terrible, que les voix se lèvent, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup de récits. Mais ça commence à peine, en fait. Et j'avais envie de dire, mais il y aurait 50 livres sur ce même sujet qu'il faudrait les publier, en fait. Il n'y a jamais trop de femmes, actuellement, qui écrivent, racontent, parlent de leur récit. Il n'y a jamais assez de voix qu'on n'a pas entendues, que ce soit culturellement, de genre, de plein de choses. Ça commence à peine, en fait. Et cet argument c'est beaucoup là. Depuis, oh là là, on entend beaucoup, mais vous n'avez pas compris, en fait. Je pense que ça commence à peine. Et il y a aussi quelque chose, je le raconte de façon plus légère, parce que ça m'a marqué. Tu sais, Taylor Swift, elle a été élue personnage de l'année du Times. Alors, je te passe les commentaires sexistes et machin, etc. Et ce que je trouvais très intéressant dans tout l'essai, c'est assez long d'un des rédacteurs chefs du Time. Il dit, c'est amusant parce que quand Taylor Swift parle de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de la misogynie dont elle a été, dont elle est l'objet à plein d'égards, ou quand elle parle de ses histoires d'amour dans ses chansons, c'est des histoires personnelles, intimes. Mais il y a des récits quand c'est les hommes, quand c'est la condition humaine. Depuis 150, donc il y a la condition humaine d'un côté, et par exemple, tu as une autrice que j'aime beaucoup, que je recommande, qui s'appelle Rebecca Solnit, qui est vraiment une inspiration et voilà, une lecture que je recommande. Ces hommes qui m'apprennent la vie, c'est aussi drôle que nécessaire. C'est un livre génial. Il y a la mer des questions. Il y a beaucoup de lectures de Rebecca Solnit. Et Rebecca Solnit, elle raconte que Moby Dick, c'est un livre où il y a que des hommes, que des personnages masculin, mais on est tous convaincus, même nous qui l'avons lu, que c'est vraiment une référence de la littérature, que c'est un livre sur la condition humaine, sans jamais interroger le fait qu'il n'y ait pas de femme. Mais si c'est un livre écrit par une femme, ça va être tout de suite un livre féministe. Et donc, on va se priver de la moitié d'un électorat masculin. Et ça, je trouve qu'il faut faire très attention. C'est un sujet de société, c'est un livre féministe, c'est un livre écrit par une femme, c'est un sujet de société, et il ne faut pas se priver. Donc, il y a ce truc de la condition humaine, encore, si c'est les hommes qui en parlent, et si c'est une femme, c'est l'intime, c'est le personnel. Mais non, en fait. Donc ça, je trouve ça important. Et sur tout ce qui se passe, je voudrais dire que les récits commencent à peine, en fait, et que c'est aussi la condition humaine, ce dont on parle. Et donc, j'ai beaucoup envie de les entendre, de les écouter. Tu vois, ce matin, il y avait encore dans Le Monde quelque chose qui est sorti sur Benoît Jacot, un système de prévention sous prétexte de cinéma. Et je l'envoie à une amie. Et une amie me dit, je n'en peux plus qu'on entende parler de lui. Et je lui dis, mais non, lis, parce que justement, on entend, ce sont elles qui parlent, ce sont les femmes, les actrices qui ont croisé sa route, etc. Et je lui dis, c'est leur voix là qu'on entend, c'est leur récit. Et il ne s'agit pas de lui, il s'agit aussi de ces récits-là et de ces voix-là à entendre. Donc, sur tout ce qui se passe, je n'ai pas du tout, moi, l'impression que c'est trop, que... Non, je crois même que ça commence... Je pense qu'il y a un petit effet MeToo bis, parce que c'est ce que je parce que tout d'un coup, il y a beaucoup de récits, beaucoup de voix qui sortent en même temps, mais... Avec une pause pendant le Covid, en fait. Oui, mais je veux dire... Non, mais moi, je le vois comme tel, c'est-à-dire que j'ai l'impression que MeToo, c'était il y a longtemps,
qu'on n'en a plus entendu parler, Oui. et que ça revient un peu sur le devant de la scène. Oui, mais en fait. aussi, je pense, en vérité, que la France a à peine commencé son MeToo. Pour avoir un peu habité à l'étranger, pour avoir eu un ex-mari scandinave, pour avoir... Il y a un truc dans la culture française. Il y a un système, notamment sur l'art, les hommes puissants. J'invite aussi à lire Impunité de Hélène Devin, qui est absolument passionnant. Et c'est vraiment le mot qu'elle emploie, l'impunité. Notamment, nous, il va vraiment falloir faire attention que l'exception culturelle française ne devienne pas l'exception culturelle. On est un pays qui est obsessionnel sur protéger. Si tu es un artiste, si tu as fait un très bon film, si tu as fait un grand livre, le reste ne compte pas. Et ça, c'est quelque chose... je crois qu'en France, il y a aussi un MeToo bis, parce qu'on n'a pas vraiment fait le premier MeToo. Et c'est très intéressant quand on regarde par rapport... pardon de citer encore quelqu'un, mais Monia Chokri, la réalisatrice d'un film qui s'appelle Comme Sylvain, qui est québécoise. Et en fait, elle dit... je suis très choquée de la violence des rapports en France. Sur un plateau, entre les personnes, entre les gens. Nous, on passe pour les petits gentils. Monia Chokri dit, moi, je suis toujours très choquée quand j'arrive en France de ces rapports-là, de conflictuels, de violence. Et donc, il y a encore, je pense, aussi quelque chose de culturel en France qu'il va falloir qu'on regarde droit dans les yeux chacun d'entre nous, en fait. Et donc, voilà. Ce que j'en pense, c'est que c'est nécessaire, c'est douloureux, ça met mal à l'aise plein d'entre nous, peut-être femmes, hommes, et qu'il va falloir que chacun d'entre nous, et les hommes aussi compris, comprennent. Et je pense d'ailleurs qu'il y en a plein qui sont aussi très malheureux du système actuel, mais je crois que c'est peut-être pas un MeToo bis. Je pense que la France est encore, c'est un MeToo qui continue dans le sens où c'est un système ici très patriarcal, il faut quand même le dire. Il y a une culture qui est très forte, et notamment on a un rapport avec l'art, la création, qui serait un badge d'impunité surtout. Et ça, dans le livre Impunité, Hélène Devin, elle en parle très bien sur ce qu'est l'homme puissant, sur ce qui se met en route quand il y a quelqu'un qui a du pouvoir ou qui a une reconnaissance sociale, ce qui se met en route comme force contraire, hein, pour lutter contre ça. Et c'est pour ça que ce mot, il est très fort, ce mot d'impunité, hein, parce qu'il est très juste. Quels sont les enjeux pour toi qu'on doit... je sais que ça fait question très politique, mais on va essayer d'être pas trop longue. Les enjeux de la France aujourd'hui, c'est lesquels? Oula. Mais non, mais vraiment. Les enjeux de la France. Bon, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a quand même un enjeu. Je vais te dire, plus globalement, je suis très sidérée de la pensée court-termiste, qui nous accable, de penser, de changer le pansement sans vraiment penser le changement, quoi. C'est vraiment quelque chose. Je dirais que la dernière crise là qu'on a eue, alors, elle est pas mal cette phrase. Oui, elle est pas de moi. Je sais plus où je l'ai lue. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple sur la crise des agriculteurs qui a duré 15 jours, je me suis assez peu, pour le coup, je n'y connais rien. Je suis trop déconnectée des gens qui passent leur vie à essayer de nous nourrir. Donc, j'ai beaucoup lu. J'ai regardé, par exemple, Les algues vertes, qui est un film qui m'a tout à fait passionnée sur le phénomène des algues vertes en Bretagne. J'ai compris qu'on pouvait être acteur d'un système et s'en retrouver totalement prisonnier. Mais ce qui m'a choquée sur les annonces, j'ai pas pu m'empêcher de penser, donc même si j'avais peu pris la parole parce que j'ai voulu vraiment écouter et lire, plutôt que de parler de ce que je ne connaissais pas, c'est l'impression de mettre des petites mesures qui ne vont absolument rien régler du problème sur le long terme. C'est terrible. Donc moi, ce qui m'angoisse dans la prise de décision politique actuelle, notamment en France, c'est la pensée ultra court-termiste, comme si on ne pensait vraiment pas les enjeux environnementaux, politiques, sociaux à une échelle qui nous dépasse en fait. Et j'ai toujours cette idée, je me dis mais j'ai l'impression qu'ils pensent comme si on était ce petit truc là, tout protégé, tout fermé sur lui-même. Bien sûr, on parle des accords de libre-échange, etc. Mais je me dis, mais les enjeux environnementaux, tout ça, c'est quand même un système à repenser, un rapport au monde. J'ai envie de recommander Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui m'a beaucoup marqué sur l'idée de raviver les braises du vivant et de comment on pense notre rapport à l'environnement, à la nature. Il y a tellement de choses à changer que je vais te dire, je suis toujours très choquée de la façon dont le politique a des idées pas si neuves, en fait. Très...
les idées vraiment neuves, les idées vraiment innovantes. Et l'innovation, c'est pas faire un crédit d'impôt là, ou enlever une taxe ici, ou mettre sur pause un plan écologique qui est nécessaire. Et je me dis, mais c'est fou qu'on n'arrive pas à vraiment renverser la table, comme ce qui a été promis. C'est pas ça, finalement. Donc, ce dont on a besoin, je pense, c'est une pensée qui sort du court terme, avoir le courage de faire des choses, d'être des bons ancêtres, en fait. Des bons ancêtres et pas seulement... des bons ancêtres. Pas seulement en parlant parce qu'on a des enfants, parce que non, pour l'endroit qu'on habite, c'est très important et je comprends très bien qu'une fois qu'on a des enfants, on commence aussi à penser différemment, à se dire qu'est-ce que je vais lui laisser, etc. Et je pense que l'empathie ne doit pas seulement, la vraie empathie ne consiste pas à se voir seulement dans l'autre. Hein. L'empathie, c'est aussi ne pas dire depuis que j'ai une fille, je me comporte mieux avec les femmes. Ben non, en fait, c'est mieux si c'est parce que tu ne le vois pas dans ton enfant et que tu penses pas. La vraie empathie consiste aussi à aller vers l'autre qui est vraiment autre. Hein. Et donc, ça consiste aussi à se dire, OK, qu'est-ce que je fais pour les personnes que je ne connais pas, qui ne me ressemblent pas, qui ne vivent pas dans mon pays quel est le système qu'on met en place pour pas tous se nuire, en fait. Et donc, je suis assez... je pense qu'il y aurait en fait, la France, elle a besoin d'empathie réelle, elle a besoin de long terme, elle a besoin de réconciliation, elle a besoin de créer du lien ailleurs que devant un match de foot. Je ne sais plus quand est-ce qu'on est tous heureux ensemble, à part devant un match de foot ou un Français en demi-finale de Roland-Garros, qui n'est pas si courant, ou une Française, mais en dehors du sport, en dehors de ça, de créer du lien, en fait. Et le politique, il a besoin d'avoir un peu de courage sur des décisions qui impliquent de se penser en tant qu'habitant d'une planète, d'un endroit, et pas seulement en tant... Par exemple, tu vois, sur le réarmement démographique, il y a quelque chose où je me dis... Ce terme est incroyable. Le terme est incroyable. J'y croyais pas. Mais c'est pas possible. En fait, je me dis, mais de pas comprendre tout ce qui se joue en fait sur ce qui fait que l'hôpital, la sécurité, non, mais par exemple, la santé, oui, mais tu l'environnement. Vois, je pense parfois que je suis la citoyenne d'une planète qui va pas super bien. Je pense aux 1,5 milliard de personnes qui vont être déplacées à court terme. Et je me dis, c'est fou qu'ils nous parlent c'est un sujet, certainement, pour le système des retraites à faire survivre. Mais je dis, mais si tu penses à 50 ans, ça sera tellement pas... Il y a tellement d'autres choses, en fait, à penser. Donc, je pense que la France... Enfin, là, je veux plus parler du politique, de la pensée politique. Elle a besoin de gens qui pensent vraiment... Qui, par exemple? À qui est-ce qui t'inspire dans le champ politique aujourd'hui? En France En France. Ou pas, hein, d'ailleurs. Qui m'inspire? En fait, là, les gens qui m'inspirent, c'est plutôt des artistes, des écrivaines, des écrivains. C'est quand même là que je vais me retrouver. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de messages qu'on peut faire passer par la fiction. Là, je fais une aparté, mais Don't Look Up, qui est un message, qui est vraiment un film de pop culture, c'est quand même devenu le slogan de la marche pour le climat l'année suivante. Je pense beaucoup que la fiction, je sais plus, son nom me revient pas, mais il y a quelqu'un qui disait ça, qui dit, moi, en fait, je crois plus qu'à la fiction qu'à l'histoire pour déplacer nos... Tu sais, par exemple, on a su qu'aux États-Unis, ce qui avait beaucoup déplacé les convictions personnelles sur le mariage pour tous, sur le fait, c'était les séries comme Modern Family, où en fait il y avait des acteurs qui jouaient un couple homosexuel qui était rentré en fait dans les familles. Et en fait, la pop culture, la fiction, elle a un vrai rôle à jouer. Donc il y a des écrivaines et des écrivains qui me passionnent par rapport à leur rapport au monde, politiquement. Je saurais pas te dire. Je sais ce que je vais voter aux européennes si c'est la question et je le ferai avec. J'en ai marre un peu de voter sans grande conviction, un peu. Donc là, je sais pour qui je voterai aux européennes, mais j'attends quand même. Je veux pas faire ma vieille. Mais tu vois, je t'ai pas demandé qui. Hein. Non. Mais dans ma chambre, tu vois, moi j'ai le magazine Légende que j'adore, qui a été monté par Eric Fotorino, qui a créé le 1 Hebdo, qui est vraiment qui était anciennement patron du Monde. Exactement. Il coûte cher ce magazine, mais c'est vraiment un magazine qu'on garde, qui est trimestriel, qui est vraiment bien. Et tu vois, moi, j'ai gardé celui sur Simone Veil. Et donc, j'ai une photo de Simone Veil comme ça. Et quand on me demande parfois, je dis, mais tu sais, si je dois citer vraiment 2 figures politiques, pour moi, des 60 dernières années, sans te citer De Gaulle, je dirais vraiment les 60 dernières années, pour moi, c'est Badinter et Simone Veil. Et j'ai l'impression, Simone Veil, je crois qu'on ne l'a pas remplacée. Je pense qu'elle a laissé un grand vide. C'est vraiment une stature et aussi
un sentiment de l'histoire avec un grand H, de ce sentiment que leur parcours, leur vie à eux, s'est construit aussi avec l'histoire avec un grand H, et donc c'est entremêlé. Il y a cette pensée-là qui est là. Et je veux dire aussi qu'il y a beaucoup de gens en politique qui s'investissent gratuitement, bénévolement, qui ont envie vraiment de faire des choses. Donc je veux pas du tout taper sur le personnel politique qui se défonce. Beaucoup d'entre eux dont on parle pas, c'est souvent pas eux qui sont sur Twitter, mais parce que la Twitter politique aussi, ça fait beaucoup de mal à la politique. Cette espèce de politique de la petite phrase, c'est dramatique. Et en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui se battent pour faire des choses dans l'ombre et qui sont pas aidés par l'époque. Cette époque de la petite phrase, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une calamité, hein, pour l'action politique, pour le long terme. C'est la chaîne info d'être toujours dans... Moi, je trouve qu'ils devraient pas y être. Mais le problème, c'est que les attentes, ils auront quand même conscience de ces attentes. C'est marrant, avant de te rejoindre, je lisais dans l'Express, dans le métro, quelqu'un qui a écrit sur l'hypercommunication. Cette espèce d'obsession de l'hypercommunication qui fait que tu dois donner une solution à quelque chose tout le temps. Et ça tue, en fait, l'action politique. Et c'est dramatique parce que tu as l'impression que... Je trouve que les hommes et femmes politiques devraient peut-être faire 20 minutes de médias par mois s'ils n'ont rien à annoncer. Maximum, quelque chose. Mais le problème, c'est que l'attente des gens a changé. Le problème, c'est que le bruit de fond... Je ne sais pas si c'est l'attente des gens ou l'attente des politiques. Ça n'empêche que, sur les réseaux sociaux, donc on a totalement... Les réseaux sociaux transforment l'action politique, transforment les attentes, etc. Donc, je pense aussi qu'il faut comprendre que c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est quand même la réalité. Mais c'est vrai que Badinter et Simone Veil, par exemple, pour moi, sont des figures politiques modèles qui me donnent envie d'y croire. C'est triste d'avoir des références si lointaines. Non, Badinter, il est encore là et puis il prend encore la parole. Ils sont pas actifs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est d'avoir c'est des gens qui me font croire que la politique change les vies, qui me donnent envie de croire que c'est quelque chose d'essentiel, d'important. J'écoute la voix de Raphaël Glucksmann, quand même, actuellement, que je trouve importante, que je trouve très, très juste, notamment. C'est un député européen et je pense qu'il a une voix... il parle d'une Union européenne à laquelle je crois. Je crois qu'il a raison de se rendre compte qu'avoir une guerre en Europe, la guerre nucléaire, c'est très important et que même si notre attention à nous disparaît, de ne jamais lâcher, de ne jamais... Voilà, c'est un intellectuel devenu politique qui s'est dit, OK, au lieu d'être seulement intellectuel et d'écrire, je vais passer aux politiques, et c'est pas si facile quand même. Et donc ça, c'est quand même une voix que j'écoute actuellement. Ruffin est quelqu'un que j'écoute, même si je suis pas toujours d'accord avec lui. Je pense que c'est un des seuls. Il a compris comment la gauche avait abandonné, n'était plus audible dans toutes les classes populaires, parce que lui, il est élu de la Somme, il est élu au milieu de députés Front National, Rassemblement National, pour le nouveau nom, mais c'est la même chose. Et ça, je pense que c'est aussi une voix intéressante. J'aimerais te citer une femme en France, ça me vient pas là, malheureusement. mais je lis beaucoup d'autrices, etc. Mais voilà. Encore une fois, je veux dire que il y a des voix qui vont émerger. Ça aussi, j'en suis convaincue. Je perds pas du tout espoir là-dessus. Et il y a des voix intéressantes aussi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Axel? Dans la vie? Ouais, non, mais parce que ça fait 1 heure, imagine qu'on est en train pardon. Mais non, mais pas du tout. Moi, je suis ravie. Je pourrais continuer encore 1 heure. Il n'y a pas de problème. Il faut me souhaiter exactement la même chose qu'à beaucoup d'entre nous, de trouver sa place. Je pense que c'est une source d'ancrage, de trouver des personnes et un entourage qui nous portent, de trouver la force quand on en a moins, de savoir quelle porte ouvrir quand on sent qu'on bascule ou qu'on est fragile, de ne pas avoir peur des moments de flottement, de se rappeler qu'on n'est pas seul dans nos détresses parfois, et de me souhaiter de garder, parce que finalement, je sais pas si tu l'as senti, mais j'ai quand même un optimisme de volonté. Ah si, oui, bien sûr que je l'ai senti. Il y a plein de choses dont toi et moi on a parlé qui peuvent être sous... Non, tu as une lucidité, mais un optimisme... Ouais, c'est-à-dire que qui peuvent être source d'inquiétude. Je crois quand même que... c'est pas problématique. Qu'à ma petite échelle, qu'à chacun à notre échelle, une vie ou 10 vies que tu peux toucher ou que tu peux aider, mais je pense que le souhait
d'être à sa place et de savoir là où on doit être. Je voudrais aussi citer Claire Marin, qui est vraiment une philosophe qui m'intéresse beaucoup et dont la trilogie être à sa place, Rupture, être à sa place et les débuts sont passionnants. C'est important et de me souhaiter d'être au bon endroit avec les bonnes personnes pour être dans la bonne action et qui consiste aussi, sans s'oublier, à quand même être tourné vers l'autre. Toujours. C'est là aussi on trouve le sens. Axel, un grand merci. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Je pense même qu'on refera un autre épisode. Avec plaisir. Voilà. Un immense merci pour toutes ces références aussi. Littéraire. Peut-être que tu en as une dernière à nous donner. J'en ai donné beaucoup. Oui, mais attends, t'es en train de lire quoi en ce moment? Peut-être que tu lis 4 livres en même temps. T'es le genre de fille qui lit 4 livres en même temps, quoi. Là, je t'ai dit, j'ai fini Impunité. On vient de me prêter Chaviré de Lola Lafont parce que j'avais beaucoup aimé. Je recommande quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, c'est magnifique. Si vous voulez pleurer en lisant un livre, c'est d'une beauté. Très beau livre que je vous recommande. Ok. Merci Axel. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. When Cynthia came to TurboTax, she had just launched her new side gig, a true crime podcast. I'm a first-rate detective with a golden voice. As her TurboTax expert, I made her second income count by guaranteeing 100% accurate filing and her maximum refund. What did she do with that refund? Find out next week. Switch to Intuit TurboTax and make your moves count. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees. Experts only available with TurboTax Live.